passe donc à la seconde communication de cet après-midi. Donc celle-ci nous sera faite par Philippe Régnier, qui est directeur de recherche au CNRS, ancien élève de l'École normale supérieure d'Ulm et agrégé de lettres classiques. Donc Philippe Régnier, vous êtes responsable de l'unité de recherche littérature, idéologie, représentation au XVIIIe et XIXe siècle à l'Université Lumière Lyon 2. Vous êtes spécialiste de littérature française du XIXe siècle. Vous êtes l'auteur avec Alain Vaillant et Jean-Pierre Bertrand d'une histoire de la littérature française du XIXe siècle, donc paru chez Nathan en 2006 et réédité aux éditions Pures en 2006 aussi. Et vous avez avec Dominique Khalifa, Marie-Ève Terranti et Alain Vaillant co-dirigé La civilisation du journal, histoire littéraire et culturelle de la presse française au XIXe siècle, paru en 2011 aux éditions Nouveau Monde Éditions. Et donc votre communication portera sur les Saint-Simoniens, Saint-Simoniennes et la réhabilitation de la chaire au lendemain d'Hernani et de la Révolution de juillet de 1830. Est-ce que votre micro marche, monsieur Régnier ? Je ne sais pas. Visiblement non. Il faut sans doute que je mette quelque part un bouton. On par là. Voilà. Ça marche. Ça marche. Non. Pas. Là. Oui. Il faut que ce soit vraiment très bien. Alors, à présent que vous avez dit tous mes défauts, je vais m'employer à être aussi peu académique que possible sur un sujet qui peut-être le mérite et dont le matérialisme est complexe à justifier. Tout d'abord, peut-être faut-il que je dise qu'il ne va pas être question de matérialisme au sens précis, rigoureux du mot. On va parler plutôt d'un matérialisme. Alors, il y a une dimension philosophique, vous l'entendrez évidemment. Mais il y a surtout un combat. Un combat social, un combat politique, pour lequel le matérialisme est un argument, une valeur, une tendance forte. Et autant avec Montaigne, on est en plein XVIe siècle et puis dans une espèce d'éternité des rapports amoureux, autant là, on est vraiment dans le XIXe siècle, dans la période des années 1830. Alors, je n'aime pas beaucoup la qualifier de romantique parce que quand on prononce le terme de romantisme, on ne comprend plus rien. Mais on est je préférerais dire, dans une période qui ressemble beaucoup à la fin du XIXe, à la grande époque du marxisme, et puis par certains égards qui ressemble beaucoup à la nôtre. Et donc ce matérialisme-là fera pas mal de clins d'œil à un certain matérialisme diffus d'aujourd'hui qu'on rencontre dans le débat social, y compris dans le débat sur la morale et sur la législation concernant les rapports entre les sexes. Alors après ce préambule, il faut que je vous raconte un peu les choses en même temps que je les explique. Il n'y a pas que des concepts dans mon histoire, il y a aussi beaucoup de vies, beaucoup d'individus qui ne sont pas tous connus. Et donc il faut que j'en dise quelque chose pour donner un peu de corps à ces personnages. Alors les Saint-Simoniens, le nom d'abord est un peu... fait un peu écran, il n'est pas le terme de saint n'a rien à voir avec la chose. Ça vient évidemment du nom du philosophe Henri de Saint-Simon, qui s'est privé de sa particule parce qu'il était pro-révolutionnaire. Donc c'est un lointain descendant du duc, pas si lointain que ça, il aurait pu très bien hériter du titre de duc de la cour de Louis XIV et de Louis XV. C'est donc un personnage qui est le fondateur de la philosophie de l'industrie, de la société industrielle. Alors, par industrie, c'est lui qui invente le terme « les industriels ». Alors, bon,
essayons d'éviter tout de suite l'anachronisme. Les industriels de l'époque, ce sont des manufacturiers, c'est pas le prolétariat anglais, c'est pas les usines anglaises de l'époque. Par industrie, il veut désigner tout ce qui est productif. Alors, ça désigne aussi bien les produits des manufactures que ceux de la terre ou que ceux de l'intelligence et des arts. Et il essaie de constituer un bloc des producteurs contre ceux qu'il appelle et que les Saint-Simoniens appelleront encore plus les oisifs, c'est-à-dire en gros les propriétaires de terre qui ne font rien. Donc parmi les industriels, il y a les banquiers, il y a les agriculteurs, il y a les ouvriers, il y a les paysans, il y a les artistes et les philosophes comme lui. Tous ces gens-là sont des industriels. Alors c'est un concept matérialiste en ce sens que il met l'accent sur le produit. Il faut qu'il y ait une production. Alors c'est un concept d'économie, c'est les débuts de l'économie politique à cette époque-là. Alors comment ça va se rejoindre cette affaire-là avec nos Saint-Simoniens et nos Saint-Simoniennes, et en particulier au plan du féminisme? Il faut que j'explique un peu que prendre position pour les producteurs, donc contre, en gros, la société d'Ancien Régime, c'est prendre position aussi contre l'institution qui défend la société d'Ancien Régime et qui pousse un retour le plus possible à une conception théocratique du pouvoir, c'est-à-dire contre l'Église catholique en clair. Donc, ce combat, il va se traduire, parce qu'il est radical, par la décision de construire une église contre l'église. Une espèce de contre-église. Vous savez Annick Rigel a qualifié le PC à une époque de contre-église. Bon. Contre-église, donc contre-culte, contre-dogme. On va imaginer que pour lutter le plus efficacement possible et réussir ce que la Révolution n'a pas réussi, installer un nouveau système définitif, durable, on va imaginer qu'il faut se constituer en Église. Avec donc une hiérarchie. Et on va nommer à la tête de cette hiérarchie 2 hommes, très différents de tempérament. L'un s'appelle Bazard, B-A-Z-A-R-D, c'est un enfant adultérin, et c'est un petit employé dans sa vie, mais c'est surtout un caractère assez extraordinaire, et c'est le chef opérationnel de la charbonnerie, c'est-à-dire de toutes les conspirations qui essaient de chasser par la force les Bourbons. Donc juste sous Lafayette, juste sous le général Lafayette qui est le chef des libéraux. Bazard est marié. Il a une femme qui est la fille d'un évêque, de l'évêque constitutionnel Joubert. Situation très particulière. Donc pendant que l'homme milite, risque sa vie, fuit quelquefois en Angleterre, quitte le territoire, la femme et les enfants sont hébergés dans une famille aristocratique. Et on comprend aussi, on a des confidences, parce que ces gens-là, c'est une de leurs caractéristiques, sont d'une sincérité invraisemblable, c'est-à-dire qu'ils laissent des papiers où on peut tout savoir sur leur vie intime, pas seulement sur leur vie politique. Et donc on sait que la femme de Bazard a mal vécu sa nuit de noces, et que le couple s'entend pas bien sur ce plan-là. Bon, mais c'est une femme charmante, intelligente, et qui plaît beaucoup dans la société saint-simonienne, parmi les disciples. Et puis l'autre s'appelle Prosper Enfantin, un nom qui ne s'invente pas. Il est fils de banquier failli, ce qui le met par rapport à la famille dans une situation un peu difficile, un couple parental qui ne s'entend pas. Il n'a pas pu se marier parce que la fille qu'il aimait, bien la famille n'a pas voulu de cette alliance qui n'était pas suffisamment bonne pour elle.
Et donc il a fait un enfant à une jeune veuve, et puis il a une vie, il est très beau. Hein. Autant le Bazard est une sorte de militant pur et dur, autant Enfantin est un homme du monde, très séduisant, très aimable et plus jeune. Donc on a un couple prêtre, hein, une espèce de papauté à deux sexes, où on se répartit les rôles sexuels. Hein. L'un joue l'homme et l'autre joue la femme, et ils le disent explicitement. Voilà. Mais au bout d'un certain temps, comment faire? Eh bien, puisqu'on a décidé de fonder une église, une communauté, on vit ensemble. Hein, on veut transformer le monde ensemble. Donc on a mis les biens ensemble et les familles vivent ensemble. Il faut bien régler les rapports entre les sexes. Certains sont célibataires, d'autres mariés, plus ou moins mal mariés, etc. Et puis, que fait-on dès lors qu'on a dit qu'il fallait l'égalité entre les hommes et les femmes? Si Bazard est le père suprême, comme Enfantin, alors qu'Enfantin n'est officiellement pas marié, on ne sait rien de sa vie privée. Claire Bazard, sa femme, doit avoir les mêmes prérogatives. Donc, on essaie, pendant un certain temps, de vivre avec cette solution-là. Claire Bazard est bombardée, responsable des femmes et des ouvriers. Donc, elle essaie d'organiser les femmes et les ouvriers. Et puis, la révolution de 1830 arrive. Et il faut dire ce qu'est la révolution de 1830 en quelques mots tout de même. C'est pour ça que j'ai évoqué la bataille d'Hernani. Donc, à la Noël 1829, les Saint-Simoniens décident de se constituer en église, donc en parti. Hein, une église, c'est le seul moyen à l'époque d'intégrer les femmes à la vie publique. Parce que on va à la messe, les hommes et les femmes vont à la messe. Hein, il y a des religieuses. Mais dans la vie politique, les femmes sont exclues. Voilà, donc c'est une des raisons, hein, de cette constitution en église partie. Donc, à la Noël 1829, ils décident de se constituer en église. Et c'est en janvier 1830 qu'a lieu Hernani. Et c'est en juillet 1830 qu'a lieu le grand événement, le soulèvement d'abord provoqué par une histoire de liberté de la presse, hein, contre les Bourbons. Et le peuple de Paris, donc à l'appel des journalistes, chasse les Bourbons. Les Saint-Simoniens sont les seuls à ce moment-là qui, à part les libéraux, et les libéraux n'ont pas grand-chose comme programme, ont un programme de remplacement, à la fois dans l'organisation de l'économie et au niveau de l'idéologie. Donc, beaucoup se tournent vers eux, en particulier les jeunes des écoles. Hein, avant 1830, on est dans une gérontocratie. C'est une situation qui rappelle un peu notre présent. Hein. Et Hernani, c'est un combat contre la gérontocratie, hein, tout le monde le sait. Eh bien, les jeunes polytechniciens, les médecins, les élèves, les carabins, les étudiants de l'école de médecine, les étudiants aussi de la faculté de philosophie, et les ouvriers se tournent vers les Saint-Simoniens. Les ouvriers en espèrent, alors ils ne savent pas trop bien, mais c'est l'époque aussi où se fonde Saint-Vincent-de-Paul, donc ils espèrent que les Saint-Simoniens vont les prendre en charge et les aider à développer une organisation. Et dans les quartiers, ils développent des maisons d'association. Et les femmes aussi viennent aux Saint-Simoniens, parce qu'elles voient les femmes chez les Saint-Simoniens. Donc Claire Bazard a du travail. Et au bout d'un certain temps, la révolution commence à coincer. Hein, c'est ce qui arrive souvent quand il y a une révolution. D'une part, c'est le début des violences républicaines et de violences ouvrières, et il y a l'insurrection des canuts de Lyon parce qu'il y a des problèmes économiques, hein, des problèmes sociaux. Donc les Saint-Simoniens qui ont contribué à disons, éclairer la route sont interpellés sur ce sujet-là. Et puis, pour les femmes aussi, hein, on fait quoi? On continue comme ça, mais alors le mariage, on fait comment? Et les enfants, on en fait comment? Alors certains disent, les enfants, on les élève en commun, on les adopte en commun. Hein. Et puis les femmes,
on ne peut pas s'en tenir à la loi catholique. Un tel de nos disciples voudrait être uni officiellement avec une actrice. Alors Claire Bazard, fille d'évêque, constitutionnelle, mais tout de même, s'indigne. Enfin, c'est pas possible, on ne peut pas. Enfantin dit tout de même. Voilà. Alors, et petit à petit, donc le débat arrive sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait pratiquement, hein? C'est une question de pratique entre individus. C'est pas une question. Même si en même temps on parle beaucoup philosophie, hein, et on importe la philosophie allemande, en particulier Kant et Hegel. Les gens sont allés les voir, hein, ils sont allés les voir à Berlin. Enfin, Echtal a suivi les cours de Hegel, et Le Chevalier les a suivis également. Enfin, ils connaissent bien la philosophie de Hegel et celle de Schelling. Bon, tout ça va se mélanger. Alors, les femmes. Eh bien, Enfantin apprend, il a de très bonnes relations avec Claire Bazard, avec toutes les femmes d'ailleurs. Il apprend que Claire Bazard a une relation avec un jeune disciple qui est un petit peu malheureux et qu'elle console. Et que, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec ça? D'abord, on parle de toute autre chose, mais une chose aussi importante, alors c'est la femme de César ou la femme du pape en l'occurrence, c'est pas possible de prétendre devenir le Père suprême de l'humanité entière, parce que le saint-simonisme c'est ça, c'est la visée d'une société universelle, hein, une espèce de société des nations. C'est très cosmopolite. On ne peut pas imaginer que le futur Père suprême de l'humanité, dans sa relation conjugale, ne soit pas l'idéal. Pas possible. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et clairement, la chose qui ne va pas, c'est qu'il est dans son couple comme il est dans la vie, c'est-à-dire qu'il est hyper autoritaire. Il a des méthodes de clandestin, de militants politiques clandestins. Enfantin et tout autre. Et évidemment, la grande idée des jeunes disciples, quand ils voient que le débat porte à la fois sur qu'est-ce qu'on fait, alors Bazard est toujours aussi dur politiquement, hein, c'est lui qui dit il faut exproprier les oisifs. C'est l'homme qui porte la parole sur l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, le fameux mot que Marx reprendra. Enfantin, il est plus côté banquier tout de même s'il est très pro-ouvrier, enfin c'est un banquier très particulier, mais alors le débat il porte sur ça, mais il porte aussi sur la morale. Et évidemment, petit à petit, va se créer une situation où la question féminine va être instrumentalisée d'une certaine manière dans le combat entre les hommes, hein, pour conquérir le pouvoir sur le groupe. Alors que va faire Claire, hein? Eh bien, les jeunes disciples, certains vont en ambassade auprès d'elle, imaginent évidemment une recomposition. Hein, Claire Bazard se liant avec Enfantin et formant le couple idéal. Bon. Pas facile, il y a tout de même Bazard. Hein. Et puis Enfantin n'est pas fou, enfin, c'est un homme qui a beau être très utopiste, très imaginatif, il sait très bien qu'il y a le public aussi, il y a le gouvernement qui regarde, hein, ce qui se passe chez les Saint-Simonien. Il sait très bien que si il franchissait la barrière, et ça serait la catastrophe pour tout le monde. Donc il se garde bien de faire ça. En revanche, il pousse Claire Bazard à parler et à dire ce qui ne va pas dans les relations entre les hommes et les femmes, et en particulier dans son couple, pour saper le pouvoir de Bazard. Et en même temps, en matérialiste qu'il est, hein, et je commence à introduire un peu le mot dans cette question des relations avec les sexes, il regardez, la réalité c'est quoi? La réalité, c'est l'adultère partout ou la prostitution. Mais très peu de relations normales, morales, entre les hommes et les femmes. Donc, le vrai problème, c'est peut-être pas tant la lutte des oisifs, des travailleurs contre les oisifs, que l'émancipation des femmes et l'égalité des femmes. Et qu'est-ce qu'on fait avec les femmes? Alors,
qu'est-ce qu'on fait du mariage du couple? Si on dit l'esprit et la chair doivent être à égalité, de la même manière que la science et l'industrie, de la même manière que l'homme et la femme. Il était polytechnicien, hein, donc il applique des équations partout. Eh bien, moi, enfantin, Père suprême, je ne conçois pas de diriger l'humanité, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes, uniquement spirituellement ou uniquement matériellement. Si je pense, si je vois une disciple qui va mal, je dois l'aider matériellement aussi. Et qui dit matériellement dit passage par le corps, par la chair. La chair est l'égale de l'esprit. Donc je n'exclus pas d'intervenir également charnellement, si besoin est. Et ce que je pense légitime de ma part à moi, Père suprême, je l'estime légitime aussi, réciproquement, de la part de la future prêtresse suprême, que j'appelle la mère, qui n'est pas là, que j'ai laissé un siège vide à côté de moi, un trône vide, qui viendra, et qui sera appelé à faire la même chose. Et alors, donc les enfants, la liberté de la femme, elle passe peut-être aussi par le droit de ne pas dire de qui sont les enfants. Et donc là, et on supprime la paternité. La paternité physique, enfin le lien de filiation, voilà. Il y a une paternité une hiérarchie spirituelle, si vous voulez, dans l'Église, mais il n'y a plus de filiation. Ça va très loin. Et ça va tellement loin que le gouvernement de l'époque, qui entreprend donc la contre-révolution, enfin l'arrêt de la révolution de juillet, qui calme un peu les choses, utilise cet argument, et d'autres, l'argument aussi de l'escroquerie, puisqu'on abolit l'héritage, ipso facto. Si on abolit l'héritage, bon, alors ils ont accepté l'héritage d'un de leurs disciples qui est décédé prématurément, et c'est monté en affaire d'escroquerie. Mais en réalité, tout le monde, c'est un vaste système d'escroquerie d'une certaine manière, parce que tout le monde met l'argent, les biens, ceux qui en ont, il y a des banquiers, des fils de banquiers, le met dans le pot commun, et puis on lance un grand emprunt saint-simonien avec l'idée que cet emprunt sera remboursé parce que d'autres vont venir adhérer à la société. C'est une espèce de cavalerie, si vous voulez. Mais c'est, comme on est théoricien du crédit, on imagine que ce système va fonctionner. On est un peu dans l'utopie, dans la fuite. Voilà. Tout en étant dans un matérialisme, je dirais, pratique, tout à fait intégral. Ce que la théorie qu'on professe, on la met en pratique tout de suite. Bon, alors, il y a un coup d'arrêt qui est donné donc par l'action judiciaire et policière en même temps. Et puis, Claire Bazard ne suit pas Enfantin et donc refuse de parler. Elle rentre dans le silence. Il y a toute une thématique de la parole et du silence. Et c'est tellement dur que ça se termine très très mal pour Bazard, qui a une attaque, c'est-à-dire un AVC en termes d'aujourd'hui, et il en meurt littéralement. Pas tout de suite, mais en quelques mois, il est foudroyé et donc il se retire. Et donc Enfantin dit, eh bien voilà, les chrétiens se retirent. Les chrétiens se retirent. Et les chrétiens sont en même temps les républicains, ce qui est un peu paradoxal pour notre représentation des choses à l'époque. Parmi les chrétiens républicains, il y a Pierre Leroux, il y a Hippolyte Carnot, futur ministre de la Seconde République, et père de Sadi Carnot, donc grande famille, fils de Lazare, grande famille républicaine. Tous ces gens-là qui refusent le matérialisme d'Enfantin. Ils refusent ce matérialisme sur deux plans.
Sur le plan industriel, ils estiment qu'Enfantin accorde trop d'importance à l'argent, au capital, au crédit, à l'industrie. Et avec Enfantin, il y a les Juifs saint-simoniens, hein, notamment les Pereire et Echtal. Et il y a une tentative de la part d'Enfantin de faire une espèce de syncrétisme entre son nouveau christianisme saint-simonien et le judaïsme émancipé. Clairement, ça fait partie des ambitions philosophiques d'Enfantin. Et puis, il y a ce matérialisme dans les relations entre les individus, ce matérialisme sexuel, en le disant très très mal comme ça. C'est ça les deux chevaux de bataille d'Enfantin. Et donc, pour compléter la révolution culturelle, autant avant 1830, l'atmosphère était au Moyen-Âge, à l'Église médiévale, à une forme de dévouement dans la lutte politique et sociale qui rappelait des comportements de moines soldats, autant après 1830, après juillet 1830, l'atmosphère culturellement, elle est au soleil, hein, le soleil des Trois Glorieuses de juillet. Elle est au soleil, elle est à l'Orient. Elle est donc à l'Angleterre, contre l'Allemagne, qui est plutôt du côté médiéval, hein, et du côté des brumes. Et donc il y a tout un ensemble, si vous voulez, de thématiques qui convergent, hein, pour tirer dans ce sens qui est celui d'Enfantin, d'un saint-simonisme matérialiste, sensuel, industrialiste, orientaliste. Alors, je voudrais tout de même, pour vous prouver que je n'emploie pas le terme de matérialisme de manière injustifiée, vous donner quelques éléments, vous donnant une meilleure idée peut-être de la qualité philosophique de la réflexion. Je l'emprunte à l'exposition de la doctrine saint-simonienne à propos du panthéisme. Alors, les saint-simoniens donc veulent tenir la balance égale entre le spiritualisme et le matérialisme. Et ils leur reprochent à tous les deux d'être criticistes, allusion à Kant, et donc incapables d'action. Et pour eux, il faut passer de la philosophie à la religion parce que, ça rappelle quelqu'un tout de même un peu après, parce que la religion permet l'action. Et donc le panthéisme, on lui reproche d'être une notion abstraite. C'est une notion abstraite de l'unité, notion qui a toujours été en quelque sorte une forme de son esprit. Les systèmes panthéistiques connus ne peuvent être considérés que comme l'expression, la manifestation de cette idée abstraite, de cette forme de l'intelligence humaine, que comme des tentatives impuissantes pour saisir l'unité qui a toujours échappé à leurs auteurs. Alors, il y a un petit développement sur le panthéisme grec, et ils arrivent au panthéisme moderne de Spinoza, plus complet, puisqu'il présente la combinaison de l'idéalisme et du matérialisme. Et surtout qu'ils s'attachent à battre en ruine l'ontologie chrétienne. Et ils sont pas loin de se déclarer donc délibérément panthéistes. Alors certaines femmes, mais pas Claire Bazard, et beaucoup sont comme Claire Bazard, ne franchissent pas le pas du matérialisme. Elles préfèrent le silence, ou bien elles préfèrent la discrétion, pour le dire en termes plus triviaux, c'est-à-dire qu'elles acceptent l'idée de cette révolution de l'amour proposée par Enfantin, mais sans le dire. Enfin, sans dire. Elles publient tout de même une tribune des femmes qui s'appelle La Femme libre, dans laquelle elles envisagent ouvertement les solutions proposées par Enfantin. Mais beaucoup estiment qu'il convient de ne rien dire en tant qu'individu, de ne pas déclarer ce qu'on fait, de ne pas avouer sa pratique, puisque avec l'idée que ces choses-là doivent demeurer de l'ordre du privé,
tout en étant d'accord pour affirmer publiquement en fait la dissolution des liens du mariage selon la loi et selon l'Église. Et l'une d'elles, qui est la plus avancée, qui réplique en tant que femme les positions d'Enfantin tout en étant républicaine, qui est nommée Claire Desmarres, mais Claire Desmarres, on n'est pas bien sûr que ce soit son nom, pousse les choses très très loin. Il faut vous dire que jamais chez les Saint-Simoniens et les Saint-Simoniennes, c'est une grande différence par rapport à Montaigne, ça fait partie de mes débats avec Comte Sponville par exemple, jamais il ne sépare ces questions du matérialisme et ces questions de morale de la question du projet collectif, du projet politique. Et donc, le plaisir pour l'individu uniquement, non. Il faut que le plaisir soit utile à la production, utile à l'avancée vers la société universelle des nations. Et donc, Claire Desmarres n'hésite pas à séduire des militants républicains pour les amener, donc elle fait la prêtresse, elle n'hésite pas à séduire des militants républicains pour les amener au saint-simonisme. Ça se passe, elle a du succès, enfin ça marche bien. Bon, c'est une personnalité qui est toujours à la limite qui fonctionne toujours à la limite du possible. Et elle défend des positions qui, en matière de morale, sont donc, me semble-t-il, matérialistes. On va discuter au plan formel, mais je cite. Soyons un peu conséquentes, elle s'adresse à des femmes, elle écrit en 1833, nous toutes qui proclamons la réhabilitation de la matière, la sanctification de la chair, et tenons compte du principe matériel. Donnons satisfaction à la chair. Je le répète, l'union des sexes dans l'avenir devra être le résultat des sympathies les plus larges, les mieux étudiées sur tous les points de vue possibles. Et alors même qu'on reconnaîtrait l'existence des rapports intimes, secrets et mystérieux de deux âmes, alors même qu'on aurait conscience d'une parfaite unité de sentiments, de pensée et de vouloir. Tout cela pourra bien encore venir se briser contre une dernière épreuve décisive, mais nécessaire, indispensable, et là c'est en italique, l'épreuve de la matière par la matière, l'essai de la chair par la chair. J'ai donc enfin prononcé le grand mot devant lequel tant de hardis innovateurs se sont arrêtés, effrayés des clameurs du tumulte et des odieuses imputations. Et elle continue comme ça. Donc, elle préconise ce que Léon Blum préconisera bien longtemps après, c'est-à-dire le mariage à l'essai, en fait. Et tout ça est pour elle lié au projet de suppression de l'héritage. Elle le dit très clairement. À ceux qui prétendraient qu'abolir l'héritage, c'est détruire la société, je répondrai que la société depuis des siècles s'épuise, attachée, sans reprendre haleine, à cette œuvre de destruction. Et là, elle évoque évidemment toutes les perversités de la société moderne. Voilà. Donc, ce dont j'ai parlé, c'est en somme d'une rencontre qui a eu lieu entre le matérialisme physiologique, parce qu'il y a des éléments de matérialisme physiologique, le matérialisme historique, parce que le saint-simonisme est l'ancêtre le plus proche du matérialisme historique de Marx. Il y a tout de même une philosophie de l'histoire, une théorie de la lutte des classes, et un matérialisme féministe, sur lequel j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que les femmes y ont laissé beaucoup de plumes, et il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais, bon, historiquement, c'est comme ça. Et l'échec du saint-simonisme a aussi marqué la rupture et l'incapacité pour les mouvements ouvriers et socialistes de tenir ensemble les trois choses dans la durée. Allez regarder si le Parti communiste, si le manifeste du Parti communiste de 1948 dit quoi que ce soit de la question de la famille, et si encore aujourd'hui on a de ce côté si on n'a pas quelques difficultés à raisonner en matérialiste sur ces questions de morale et de famille. Voilà.
là aussi, étant donné la spécificité de l'intervention, je propose qu'on lance le débat tout de suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Alors, s'il n'y en a pas, moi je commencerai. Alors, vous avez débuté votre exposé en posant la possibilité de penser l'égalité homme-femme. Voilà. Et vous avez poursuivi en nous disant que pour mettre en place cette égalité, il faudrait remettre en cause donc l'institution du mariage et notamment remettre en cause la logique biologique de la paternité et de la reconnaissance. Alors, du coup, est-ce qu'on reste dans une égalité homme-femme ou est-ce qu'on ne donne pas, d'une certaine manière, le pouvoir aux femmes? C'est-à-dire, est-ce que d'un patriarcat, on ne passerait pas à un matriarcat? C'est une des tendances que certains entrevoient à ce moment-là, que certaines réclament. Le culte de la mère, qu'on va chercher en Orient ensuite, et qui précède la restauration du culte de la Vierge, dont tend un petit peu à ça. Mais ce qui bloque en fait, c'est que dans la répartition des rôles entre le masculin et le féminin, on va dire et convenir, et les femmes aussi bien que la plupart des femmes aussi bien que les hommes, ça sera remis en cause après, mais que alors les hommes s'occupent plutôt de l'industrie et de la science, et les femmes plutôt des ouvriers, plutôt de la gestion des relations entre les individus. Et on va définir un masculin et un féminin comme ça, où on va reconstruire la grande différence entre la vie publique et la vie privée. Et les Saint-Simoniens, alors, les Saint-Simoniennes iront au-delà, puisqu'en 1848, celles qui réclament le droit de vote, c'est Suzanne Voilquin, Eugénie Boyer, mais elles ne seront pas suivies par les hommes. Et même Claire Bazard, j'avais amené ici un petit... on a connu Claire Bazard à 70 ans, en pension à Sainte-Périne, exprimant des souvenirs sur sa vie. Et même Claire Bazard, elle estime que la place de la femme, elle est dans la famille. Donc la révolution ne va pas jusqu'au bout. Je dirais que le saint-simonisme sert de laboratoire, de terrain d'expérimentation, mais aussi bien d'ailleurs pour la philosophie matérialiste que pour la question de l'égalité entre les sexes, il ne va pas jusqu'au bout et il entretient une confusion sur certaines choses. Cela dit, si on regarde les choses un petit peu avec un recul d'historien ou de sociologue et pas avec une passion militante, pas avec un regard trop rétrospectif, eh bien, est-ce que, du point de vue des mentalités, ils étaient en mesure d'aller plus loin? J'en ai vraiment pas trop l'impression. Et cette idée du partage des rôles, mais d'une construction de l'égalité en même temps, ça paraît être le maximum de ce qu'on pouvait à l'époque penser et commencer à pratiquer. On ne sait pas, par exemple, si Bazard et Enfantin auraient lu La République de Platon, avec ce communisme des femmes et des enfants. C'est le communisme des enfants. Évidemment, dès qu'on fait ce qu'ils ont fait et qu'on dit ce qu'ils ont dit, on est accusé de vouloir d'être de communisme. Et donc, il y a eu un député qui s'appelait Charles Dupin, qui était le représentant de la bourgeoisie à l'époque à l'Assemblée nationale, qui n'était d'ailleurs pas l'Assemblée nationale, mais la Chambre des députés, et bien qui les a accusés de ça. Et alors, ils ont répondu par la négative, de la même manière qu'au plan politique, ils ont dit on n'est pas partisan du communisme au sens Platon, on est partisan de la propriété sociale des instruments de production. C'était un langage qui était un langage de banquier. Les banquiers comprenaient très bien ce que ça voulait dire. Mais les députés non, le citoyen moyen non, le peuple de Paris ne comprenait pas trop forcément non plus, sinon que quand on faisait une maison d'association, le savetier possédait ses outils de savetier, le tailleur ses outils de tailleur, et donc on les mettait en commun. C'est des choses comme ça. Mais non, c'est...
Et ensuite, alors ce qui est très drôle, un de ceux qui raconte ça, qui ont fait ça, s'appelle Gustave d'Echtal. Gustave d'Echtal, comme le nom l'indique, était fils d'un banquier bavarois juif, très riche. Enfin, ensuite, il a financé les chemins de fer avec les Saint-Simoniens. Et il est devenu un intellectuel. Enfin, son frère est devenu banquier, lui, il était mauvais dans les affaires, donc il est devenu intellectuel. Il est devenu anthropologue, sociologue. Et puis, il a eu un fils qui s'appelait Eugène et qui a été le directeur de Sciences Po pendant 30 ans. Il s'appelait Eugène. Et alors, Eugène, c'est celui qui a recueilli les souvenirs de Claire Bazard. Eugène était très... il n'enseignait pas le saint-simonisme à Sciences Po, mais clairement, il n'avait que ça en tête dans son programme et dans ses... Et donc, on voit très bien comment ça s'est transmis, donc je dirais, ce saint-simonisme-là. Et donc, ils étaient traumatisés par ce qui s'était passé à l'époque. Et donc, Eugène d'Echtal se présentait comme un spécialiste de ce que c'est que le communisme. Et donc, à Sciences Po, il veillait à la transmission du saint-simonisme, mais sans la dimension communiste qu'il connaissait très bien, et que vous avez détecté par votre question. Oui. Justement, sur le rapport de Marx à Saint-Simon. Ça fait longtemps que j'ai lu le Manifeste communiste et je ne l'ai plus tellement en mémoire, mais il me semble que parmi les propositions qu'il y a à la fin, il y a l'abolition de l'héritage, je crois. Oui. Et puis, il y a le chapitre où il répond aux objections de la bourgeoisie qui lui reproche de vouloir instaurer la communauté des femmes. Donc, vieille lubie, quoi, qu'on ressasse tout le temps. Et il me semble me rappeler qu'il répond, selon un argument logique bien connu, c'est pas moi, c'est vous, bourgeois, qui avez, dans votre pratique, réalisé la communauté des femmes mariées. Donc la dissolution de la famille, c'est vous qui la pratiquez de jour en jour, avec derrière votre hypocrisie du mariage, il y a l'adultère généralisé, et l'utilisation des femmes, des amis, etc. Et donc, en fait, alors je ne sais plus ce qu'il dit après, j'ai un peu oublié cet aspect, mais est-ce qu'il y a un lien fort entre Saint-Simon et Marx, ou est-ce que c'est simplement... Oui, il a lu très bien, il y a tout un champ de recherche sur les transferts culturels qui s'est intéressé à ça. Bien sûr, il a lu très bien. Alors, entre-temps, il y a eu Proudhon qui a servi de relais, mais Marx a lu directement Saint-Simon, et il a lu directement aussi les Saint-Simoniens, et tout ce que je viens de vous raconter sur l'histoire de Claire Bazard, en fait, dans le mouvement socialiste, c'était de notoriété publique. C'est Louis Blanc qui a raconté ça dans l'histoire de 10 ans. Donc c'est une histoire privée, c'est pour ça que j'ai eu l'air, peut-être à certains moments, de raconter des anecdotes ou de rentrer dans des choses dont on ne devrait pas parler, de faire de la place People avant l'heure. Mais pour eux, tout ça était significatif politiquement. Voilà. Et donc, et puis ensuite, tout le mouvement anarcho-syndicaliste connaissait très bien l'affaire aussi. L'affaire a été re-racontée, alors plus ou moins, bon, moi je voulais raconter très crûment, enfin j'aurais pu faire un tout petit peu plus, mais je voulais raconter très crûment, c'est souvent dit dans des termes un peu plus voilés, mais la mémoire de cette histoire-là, elle est présente dans la pensée socialiste en permanence, quoi. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les socialistes s'en souviennent, parce que, bon... Pas bonne mémoire. Oui, Madame Lemoine. Par rapport, après la question de Laurence Lacroix, qui fait un petit peu l'avocate du diable, naturellement, moi je voudrais revenir sur votre femme saint-simonienne, Claire Bazard, qui reste dans le silence, vous l'avez dit, dans la discrétion, et donc qui refuse l'action politique. Est-ce que, voilà, vous allez peut-être me remettre un petit peu à niveau, est-ce qu'on pourrait la comparer avec George Sand, à qui on demande d'être représentante aussi, alors que les femmes n'ont aucun droit politique, bien évidemment, et qui d'aller être représentante pour les élections, alors qu'elle répond tant que les femmes n'auront pas les droits civils, elle refuse de s'impliquer en politique.
Et est-ce qu'aujourd'hui, je fais une projection sur aujourd'hui, où on a les droits, je parle pour la France, on a les droits, mais dans la réalité des faits, on sait très bien que notre culture qui dit aux filles de rester discrètes, de s'occuper de leurs enfants, République des mères, je viens d'en parler, et qu'on valorise ça, ça leur interdit de se mettre à égalité en politique et de revendiquer cela. Est-ce que vous pouvez nous... J'adhère complètement à votre point de vue. C'est si vrai ça que Claire Bazard en fait ne refuse pas la dimension publique ni politique, mais elle veut la limiter à la question sociale. Et quand elle a 70 ans encore, donc sous le Second Empire, elle explique que tout ce qu'Enfantin lui a fait comme misère, elle souhaite qu'on n'en dise plus jamais rien, mais elle insiste sur la question des ouvriers. Et il faudrait qu'on continue encore à se dévouer pour les ouvriers, et si elle n'était pas si vieille, voilà. Et elle s'est montrée publiquement, elle est apparue à la tribune des Saint-Simoniens, à côté des hommes, en tant que dirigeante des ouvriers Saint-Simoniens. Donc, alors ensuite, les Saint-Simoniens, n'ayant pas de Claire Bazard, comme Claire Bazard restait en silence, ils ont cherché la mère. Et il y a eu une délégation auprès de George Sand, à laquelle on a apporté des cadeaux des ouvriers, des ouvriers joailliers, enfin, de la part d'Enfantin. Et évidemment, George Sand, ayant vu le sort, c'est abstenu. Puis Enfantin, pour les femmes, passait évidemment comme un homme à femme. On savait qu'il avait des relations particulières avec certains disciples, donc il y avait une certaine méfiance vis-à-vis de lui. Il a créé aussi un réflexe de méfiance, puisqu'il avait utilisé une femme, et il l'avait brisée d'une certaine manière, pour conquérir son pouvoir sur le groupe. Et donc, oui, moi, mais ce qui demeure tout de même le point, si on prend un tout petit peu de recul par rapport à ça, le vrai problème, c'est que c'est la définition des rôles masculins et féminins en politique. À partir du moment où on dit bien qu'il doit y avoir un rôle spécifiquement féminin en politique et un rôle spécifiquement masculin, on interdit aux femmes de devenir des hommes politiques comme les autres, clairement. Mais alors aujourd'hui, si on dit une femme est un homme politique comme un autre, mais la société qui accepte si peu le mariage pour tous, par exemple, comment elle accepte ça? Je veux dire, on touche à des choses très sensibles. Et donc ce clivage, oui, je pense qu'il n'est pas fini, clairement. Oui, Antia. S'il y a des origines philosophiques Partage des faux. Écoutez, c'est des constats que les sciences humaines et sociales ont fait rétrospectivement, mais la théorisation de ça, moi, mes Saint-Simoniens, ils la trouvent dans la littérature, et aussi bizarre que ça paraisse, chez un auteur qui s'appelle Ballanche et qui a beaucoup phosphoré sur le mythe d'Eurydice et d'Orphée. Et ils construisent beaucoup à partir de ça, sans doute pour ne pas construire sur Adam et Ève, voilà. Mais des références théoriques là-dessus, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oui, je comprends votre question et je ne suis pas capable d'y répondre. Peut-être que